Pour Volodymyr Zelensky, les centrales nucléaires de son pays appartiennent au peuple ukrainien. Donald Trump l'avait suggéré que les États-Unis pourraient prendre possession de ces centrales. Mettre l'action climatique au centre des préoccupations de l'Europe, c'est l'appel lancé par le vice-chancelier allemand lors de la conférence sur la transition énergétique qui se tient à Berlin. Volodymyr Zelensky, sans équivoque. Pour le président ukrainien, les centrales nucléaires de son pays appartenaient au peuple ukrainien, a-t-il lancé lors d'une visite en Norvège jeudi. Mercredi, lors d'un appel entre Zelensky et Donald Trump, le locataire de la Maison-Blanche a suggéré que les États-Unis pourraient prendre possession des centrales ukrainiennes, ce qui constituerait pour Kiev la meilleure garantie de sécurité. Nous n'avons absolument pas abordé la question de la propriété avec le président Trump, a-t-il déclaré. Всі атомні електростанції належать народу України. Це державні атомні електростанції, це у нас це не приватна власність. Енергетика, атомка в Україні, так. Par ailleurs, dans son discours prononcé jeudi devant le Conseil européen, Zelensky a demandé une aide d'au moins 5 milliards d'euros dans les plus brefs délais afin de renforcer les défenses de l'Ukraine et a exhorté l'Europe à continuer de faire pression sur la Russie pour parvenir à une paix durable. And despite Putin's words about Ukrainian soldiers in Kursk region have lost ground in recent days, but they're not encircled by Russian forces, despite the recent comments by Donald Trump and Vladimir Putin. The Institute for the Study of War has observed no geolocated evidence to indicate that Russian forces have encircled a significant number of Ukrainian forces in Kursk region or, in fact, anywhere else along the front line in Ukraine. The think tank is pointing out at another strategy that Moscow might be pursuing. The Kremlin continues to demand that Ukraine gives up its territory that Russia does not currently occupy, to set conditions to make further territorial demands and, therefore, attacks in those areas. Volodymyr Zelensky stated on the 18th of March that Russian forces are concentrating in Kursk region on the border with Ukraine's Sumy region and may be preparing new attacks on Sumy, Kharkiv and Zaporizhzhia regions. The Institute for the Study of War reports that Russian forces recently advanced in western Zaporizhzhia region amid intensified Russian offensive operations in the area, likely as part of efforts to leverage Russia's deliberate stalling of the temporary ceasefire proposal to make battlefield gains. Moscow troops are likely intensifying offensive operations in this area to push towards Zaporizhzhia city amid continued Kremlin demands that Ukraine cede all of its region to Russia, as the control of the Russia-occupied Zaporizhzhia nuclear power plant, the largest one in Europe, has been actively discussed between Kyiv and Washington over the past couple of days. Ce mercredi, la Russie et l'Ukraine ont procédé à l'un des plus importants échanges de prisonniers depuis le début de la guerre, chaque camp ayant libéré 175 prisonniers. De retour chez eux, ces soldats ukrainiens ont laissé exploser leur joie. Ви знаєте, їдеш отак і бачиш просто люди нам машуть. Дякую вам, люди, дякую, що ви є, дякую. А ми як далі побіждали будемо охороняти нашу землю, країну. Ми пишаємося своєю країною. Так було, так є, так буде. Volodymyr Zelensky a souligné l'importance de tels échanges pour la paix et la construction de la confiance entre Kiev et Moscou et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à ramener tous les captifs ukrainiens chez eux. Le président ukrainien a également exprimé sa gratitude envers les pays ayant facilité cette libération, en particulier les Émirats arabes unis. En plus de cet échange, la Russie a relâché 22 prisonniers ukrainiens gravement blessés dans ce qu'elle a qualifié de gestes de bonne volonté. Selon Svetlana Tikhanovskaya, la menace d'une attaque de la Russie contre les États de l'UE et de l'OTAN depuis le territoire bélarusse doit être prise très au sérieux. Interrogée par Euronews, la chef de l'opposition bélarusse a averti que l'évolution de cette situation dépendra de la prise en compte des intérêts russes par la communauté internationale. I would perceive these threats very seriously. Because while Lukashenko is in power, Belarusian land can be used as launching pad for attack again on Ukraine or on our Western neighbors. You know, it's no problem for Lukashenko to serve to Putin and give our land and infrastructure, you know, for further invasion. Until regime is there
there will be constant threat to your security. We have to dismantle this regime to get rid of Lukashenko. Only in this case, Belarus will not be the source of constant blackmailing with migrants, nuclear weapon or joint drills with the Russians. Do you think the risk of the possible invasion from the territory of Belarus towards NATO members, the Baltic states, could be coming as quickly as this year? Look, I can't predict this because dictators are irrational. I understand that all the countries who want peace in our region, including the USA, not to provide long-lasting peace, it would allow Russian troops to regroup, to strengthen itself, and to start invasion or blackmail with the invasion in the nearest future. So on the fact how European Union, together with hopefully the USA, will act now, if they will not sacrifice with the Ukrainian territories or with Ukrainian interests, that will embolden Russians. So maybe it will not happen. But if solutions that we are taking now about Belarus, about Ukraine, that we are ready, to leave some territories under Russian influence, so it will show that the democratic world cannot answer decisively, that they accept that subjugation or invasion of other countries is possible, and they don't have instruments, to counter this. It might happen that they will knock to the doors of European Union. La Commission européenne souhaite créer un véritable marché unique de la défense. C'est le sens du livre blanc qu'elle a dévoilé pour armer l'Union à l'horizon 2030. Actuellement, le secteur est très fragmenté, avec 5 États membres qui dominent le marché, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Suède. Une situation qui entraîne des doublons. We are producing very many very expensive products, but in the small numbers. And what we need is that the market is able to provide necessary numbers of ammunition, missiles, and different defense equipment. And that the countries can consolidate themselves together and buy together. And we need to give the opportunity for the small and medium-sized enterprises to operate on the market. Depuis l'invasion de l'Ukraine, l'Union produit désormais 4 fois plus de matériel militaire, mais la Commission souhaite une meilleure coordination. Elle a identifié les capacités critiques qu'il faut renforcer, comme la défense aérienne et antimissiles, les systèmes d'artillerie, les munitions et les missiles, les drones ou encore la mobilité militaire. Pour réaliser des économies d'échelle, la Commission propose des achats groupés. Today, the Germans buy Germans, the Spanish buy Spanish, the French, of course, only French equipment. We need to open the tenders of the countries to other nations' companies as well. It needs to give the possibility to the small countries to be integrated part of that all. Autre objectif de la Commission, réduire la dépendance des 27 au matériel militaire américain. La Commission propose de favoriser des achats européens pour renforcer la base industrielle. Mais il faudra aussi une volonté politique sur le temps long. The question is, will the member states who clearly are spooked by the international geopolitical situation, will they now really put the money there in a sustained effort? And if there were to be a ceasefire in Ukraine, would they sit back and say, okay, panic over? Or would they really go ahead? Because I think that's the fundamental question. We need European defense, and it takes a decade of effort, a decade of spending to get there. Pour financer cet effort de défense, la Commission a rappelé son plan de réarmement qui doit permettre de dépenser 800 milliards d'euros. Comme tous les ans, des participants de différents pays se retrouvent à Berlin à l'occasion du dialogue sur la transition énergétique mondiale. La conférence est vue comme un lieu pour discuter de solutions concrètes pour atteindre les objectifs internationaux en matière de climat, fixés notamment lors des différentes COP organisées par l'ONU. Cette année, Euronews a pu s'entretenir avec Robert Habeck, le vice-chancelier allemand sortant.
L'ancien candidat des Verts à la chancellerie estime que le changement climatique, souvent relégué au second plan, doit être remis à l'ordre du jour. Es muss doch möglich sein, dass eine Gesellschaft nicht nur durch Katastrophen lernt, sondern einfach auch durch Nachdenken, durch kognitive Anstrengung. Deswegen, die Lektionen sind alle da. Der Berlin Energy Transition Dialogue hat das nochmal aufgefächert. Sicherheit, Preise, Klimaneutralität, alles spricht dafür, dieses Thema jetzt nach vorne zu bringen und am Erfolg anzuknüpfen, auf dem Erfolg aufzubauen. Also beantworte ich es in einem Satz so, es braucht Politikerinnen und Politiker, die wissen, was die Stunde geschlagen hat und es den Menschen der Öffentlichkeit immer wieder erklären. Und diese Menschen braucht es auch in den Medien, die immer wieder die richtigen Fragen stellen. La difficulté des 27 à se mettre d'accord et parler d'une seule et même voix peut parfois freiner la prise de décision au sein de l'UE. Robert Habeck insiste sur la nécessité d'une réforme pour que l'Europe soit unie et agisse plus efficacement. Braucht Europa eine echte Reform seiner Institutionen. Das Einstimmigkeitsprinzip muss überwunden werden. Wir brauchen Mehrheitsentscheidungen im Rat, auch in der Außen-, Sicherheits- und Finanzpolitik. Ich würde sagen, dass Europa eine eigene finanzpolitische Autonomie braucht, also selber die Möglichkeit hat, Geld einzunehmen. Und dann gilt der amerikanische Spruch, no taxation without representation or legislation. Das heißt, es braucht dann irgendwann auch eine eigene Gesetzgebungskompetenz durch volles Mandat. Wir müssen uns also auf den Weg machen zu einer echten föderalen Europäischen Republik. Das heißt, die Kommission muss am Ende richtig gewählt werden. Das Parlament muss ein echtes Parlament sein. Malgré l'accord de Paris sur le climat qui vise à limiter le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter dans le monde. Mais toutes les grandes puissances n'y contribuent pas au même niveau. L'Union européenne représente environ 6% des émissions mondiales, une baisse de plus de 30% par rapport à 1990.